L'émergence, je pense que l'émergence rejoint le développement durable. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus de développement inclusif et durable. Et pour arriver au développement durable, je crois que le passage obligé, c'est d'être émergent. Et l'émergence, ce qui renforce le terme d'émergence, c'est qu'il y a des pays qui ont fait leur preuve dans l'émergence. C'est-à-dire les BRICS que vous connaissez, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, etc. Donc voilà un peu l'histoire de l'émergence, liée aussi aux réalités propres au niveau du développement. Je veux me développer, mais quels sont les moyens, quelles sont les conditions que je remplis pour pouvoir mieux me développer par rapport à mes ressources propres? C'est ça, c'est comme ça que la question se pose. Et lorsque vous remettez cela autour d'une croissance, alors vous vous posez la question de savoir, la croissance forte peut-elle entraîner automatiquement le progrès social? Non. Vous pouvez avoir une croissance forte et puis être sous-développé. Ne pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir permettre à vos concitoyens, à vos populations, de bénéficier de la répartition juste de la croissance. C'est ça. C'est une répartition des fruits de la croissance. Et je vais vous paraphraser Samir Amin, qui déjà dans les années 67 parlait de la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire est un pays qui a une croissance sans développement. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous voulons avoir une croissance forte, mais avec une meilleure répartition des fruits de la croissance. Pour que tout le monde sente dans tous les secteurs que cette croissance profite à tout un chacun. Et c'est pour cela que l'émergence en elle-même remplit certaines conditions. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons, en tout cas pour l'environnement, de l'expression plurielle que je connais en Côte d'Ivoire depuis les années 1990, avec la prolifération des organisations de la société civile, nous pensons que lorsque nous regardons cette répartition, cette typologie des organisations de la société civile, il y a tout de même un intérêt particulier autour de tout ce qui est réduction de la pauvreté. Mais l'émergence est une stratégie pour réduire justement la pauvreté. Peut-être que certains s'occupent d'émergence sans savoir que c'est de l'émergence. On en fait un slogan politique, mais c'est un slogan économique et social. Être émergent, c'est de permettre aux couches vulnérables d'être prises en compte dans toutes les couches qui sont prévues pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir assurer le développement durable. Et qui dit développement durable? Ben, écoutez, allons-y, hein. Vous aviez l'économie, vous aviez le social, vous aviez l'environnement et vous aviez la démocratie participative. Et qui dit participation, vous dites que vous partagez justement cette vision avec toutes les populations. Et il faut que certains mots qui englobent le développement durable ne soient pas très politisés. De toutes les façons, entre l'économie et le politique, il n'y a pas trop de marge. Tout est pris en compte. Mais je crois que c'est l'information. Il faut véhiculer, il faut diffuser cette information pour que cette information soit collective, soit prise en compte. Et c'est en cela que j'interpelle pour les médias. Il faut faire en sorte qu'il y ait des émissions sur l'émergence, pourquoi pas, pour expliquer que l'émergence, c'est un pays à un moment donné qui s'est dit « je veux me prendre en charge ». Ce sont les réalités propres à ce pays, que ce pays a eu le temps de faire, je dirais, un point d'honneur à faire son état des lieux. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut que je corrige? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes forces? Voici mes faiblesses, alors je vais corriger. Mais qu'est-ce que je dois faire pour corriger? Et c'est pour cela que le capital humain devient important dans l'émergence. Je sais que certains hommes politiques, je vais parler du président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, a énuméré 10 conditions pour aller à l'émergence. Mais moi, je vais vous donner 6 conditions pour englober ces 10 conditions. Et ces 6 conditions, je les nomme les 6 E. D'abord, le premier E, c'est un État fort et juste. Vous voyez,
Il ne faut pas que cette forteresse soit une forteresse à tout briser, non. À prendre en compte réellement les réalités du terrain. À faire en sorte que l'équité soit aussi une équité sociale. À faire en sorte que cette équité sociale prenne aussi en compte, je dirais, une équité des sexes. Oui. Que le petit garçon qui part à l'école, que la petite fille aussi aille à l'école, qu'on mette en place des réformes sociales qui puissent permettre aux populations de pouvoir s'intégrer dans cette émergence. Pour que la population se dise, voilà, j'ai des outils pour que je puisse avoir des capacités pour sortir de la pauvreté, ce qu'on appelle la résilience. Là, on parle d'émergence et résilience. La résilience, c'est la capacité que chacun de nous avons pour pouvoir sortir d'un traumatisme, d'un choc. Alors, quels sont les instruments que l'État met en place pour que chacun de nous puisse sortir de sa pauvreté? Parce que vous savez, il y a certaines communautés qui se plaisent dans leur pauvreté. Mais faire en sorte que cette population se dise, j'ai des moyens pour aller au-delà. Mais je pense que ça, c'est un outil qu'on donne à l'État, des réformes qu'on donne à l'État pour se faire accompagner par cette population. Là, c'est le premier E, l'État fort, l'État de bonne gouvernance aussi. L'État qui met en place des réformes sociales en conformité avec les besoins réels de sa population. Le deuxième E pour moi, c'est l'éducation. L'éducation qui entraîne en même temps la formation. Donc, adéquation, formation, emploi. Et cette éducation entraîne aussi l'employabilité des jeunes. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons des besoins en matière d'emploi, en matière de développement durable, en matière de développement inclusif? Quels sont les besoins que nous avons? Est-ce que nous allons nous atteler à avoir un système éducatif qui ne reflète pas la réalité chez nous? Certainement non. C'est pas ce que les autres ont fait. Est-ce que nous allons avoir un système éducatif qui prenne en compte l'environnement extérieur? Oui. Parce qu'aujourd'hui, la ressource humaine est internationale, vous le savez bien. Quand vous donnez des cours de ressources humaines, management de ressources humaines, vous ouvrez. Vous dites aujourd'hui que c'est X est journaliste, mais il est journaliste chez lui, il sera journaliste chez Africa 24, il sera journaliste chez, je sais pas moi, BFM, etc. Donc, il est une ressource internationale. Donc, il y a le développement du capital humain. Et je crois que tous les exposés que nous avons entendus sont conformes pour dire mon deuxième E est effectivement incontournable. Le développement humain, tout en place pour reprendre en compte le système éducatif et faire en sorte que ce système éducatif soit inclusif, prenne en compte tout le monde, depuis l'alphabétisation des adultes jusqu'à la scolarisation obligatoire de l'enfant. Le troisième E, c'est l'entreprise, l'entrepreneuriat. Vous voyez que le deuxième entraîne le troisième. Parce que si vous n'avez pas un programme précis pour la formation professionnelle, il sera difficile pour vous de faire la promotion de l'esprit d'entreprise, de l'innovation, faire en sorte que nos citoyens aient le goût du risque. Mais le goût du risque ne veut pas dire le goût du gain tout de suite. C'est ce qu'on a dit aussi dans la conférence, vous l'aviez entendu. Parce que nous pensons qu'avoir rapidement de l'argent, c'est avoir le goût du risque. Non, c'est la facilité. Ce n'est pas le goût du risque. Le goût du risque, c'est de dire, j'ai l'esprit d'innovation. Je crée quelque chose et en le créant, je fais en sorte que mon État, ma nation soit forte. On va en arriver au sixième. C'est ça l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise qui, lui, va entraîner l'esprit d'exportation. Le quatrième E, les exportations. Ben, si j'ai l'esprit d'entreprise, si je crée, si je fais en sorte que les productions que j'ai, ce sont des productions qui vont m'obliger à exporter hors de mon pays. Mais il faut que je présente bien ces exportations. Parce qu'il y a des calibrages. Si vous avez un produit tel que l'ananas, etc., il faut calibrer par rapport à la qualité du produit. Comment je vais le présenter? Mais ici, qu'est-ce que vous aviez? Vous avez le renforcement des capacités et aussi bien économiques d'ailleurs. Ensuite, vous avez le cinquième E, c'est l'épargne. Si ces deux E avant, c'est-à-dire l'entreprise, l'esprit d'entreprise, les exportations, je veux dire de faire en sorte que des produits soient bien exportés, ben, vous allez créer l'épargne interne. Une épargne interne qui veut dire quoi? Qui veut s'appuyer sur des classes moyennes, on l'a dit tout à l'heure. Parce que si vous appuyez sur des classes moyennes, ces classes moyennes vont aller juste en milieu rural, où vous allez avoir des entreprises vertes, c'est-à-dire des entreprises créées en milieu rural, qui vont générer certaines ressources, qui vont générer des revenus. Et cela veut dire que tout simplement, vous alliez contribuer à mettre en place une épargne au niveau du pays.
Et le 6e E pour moi, c'est l'éveil des consciences. L'éveil des consciences, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'éveil des consciences, c'est vraiment le goût au patriotisme. Je vais exporter pour faire en sorte que mon pays soit l'étendard dans ce pays. Donc je me bats. Je fais en sorte que vraiment tout ce que j'entreprends avec du travail, avec l'éthique, avec la morale, on l'a vu, avec des pays comme la Corée du Sud, avec des pays comme la Chine, avec des pays comme le Brésil, ils nous l'ont dit. Il faut que l'éthique accompagne les affaires. Si nous devons faire des affaires parce qu'on veut rapidement des gains, il y a un problème. Il faut qu'il y ait une éthique, il faut qu'il y ait une morale. C'est ce que j'appelle un peu l'éveil des consciences, à être un bon citoyen, à faire en sorte que le travail soit une valeur. Et c'est où, dans l'éveil des consciences, je mets vraiment l'intérêt sur les changements socioculturels et où nos valeurs deviennent aussi un intérêt pour l'émergence. Est-ce que tout ce que nous avons comme valeurs socioculturelles sont de mauvaises valeurs? Non. Le travail est une valeur. La discipline est une valeur. On va jusque dire l'esprit même d'entreprise est une valeur. Dans nos villages, dans nos communautés, bien entendu, une communauté paresseuse, avouons-le, n'aura pas trop d'intérêt dans sa communauté. Parce qu'on va même vous dire, n'allez pas marier vos enfants là-bas parce que c'est une communauté paresseuse. Donc le travail chez nous est une valeur. On ne nous l'apprend pas. Mais pourquoi nous n'en faisons pas une valeur pour aller de l'avant? C'est cela, c'est ce qu'il faut. Et je crois que ces 6 E renferment, en tout cas à mon avis, les perfections qu'aurait un pays émergent. Et je vais au-delà encore pour mettre l'aspect sur les piliers de l'émergence. Le premier pilier pour moi, c'est le développement économique et social. Nous sommes d'accord qu'il faut planifier. On ne peut pas naviguer à vue. Si vous avez vos populations, si vous avez votre pays en tant que dirigeant, vous ne pouvez pas naviguer à vue. Vous deviez avoir une vision pour votre société. Quel type de société puis-je avoir? Mais là, c'est un dialogue social ouvert avec vos populations. Quelle est la société que nous allons promouvoir? On en a besoin aujourd'hui dans l'émergence, avec la culture, l'éducation, les valeurs socioculturelles. Nous en avons besoin. Le deuxième pilier pour moi, c'est la bonne gouvernance. Vous voyez, lorsque vous avez une population, une vision pour votre société, vous faites en sorte que cette société ait des moyens pour vous interpeller sur les résultats du travail que vous êtes en train d'effectuer. Ce que j'appelle un peu la bonne gouvernance. Il faut que vous soyez interpellés, il faut que vous soyez transparents, il faut que les populations puissent vous dire, c'est pas ce que nous nous sommes dit dans notre clause, dans notre contrat de société. Je crois que c'est ça la bonne gouvernance. C'est aussi ça la démocratie participative. Oui, sans le faire. Mais nos communautés ont une démocratie participative, je regrette de le dire. Parce que nous avons des assemblées populaires dans nos villages. C'est-à-dire, le chef va parler, mais il y a les autres pour apprécier. Et dans certaines communautés, il y a des manifestations. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous connaissez l'Abissa. Mais l'Abissa, c'est une fête chez les imams pour pouvoir juger le roi. Pour voir dans le courant de l'année, qu'est-ce que le roi a fait, de bon comme de mauvais. Donc nous avons ces outils chez nous, dans nos communautés. Alors, de la bonne gouvernance. Troisième pilier que je voulais relever ici, je l'ai dit tantôt, c'est l'éducation. L'éducation encore. L'éducation, toujours. Parce que la famille est une micro-société, n'est-ce pas? Mais lorsque l'enfant est éduqué par la famille, comme chez nous en Afrique, je viens encore en Afrique, mais après c'est la société qui prend l'enfant, l'éducation de l'enfant. Quand vous faites quelque chose que vos parents ne sont pas là et que vous êtes en dehors de la famille, la société, un homme, une femme, en tout cas, un membre de la société vient vous corriger, vient vous dire ne faites pas ceci. Et quand vos parents arrivent, le membre de la société dit aux parents non, je l'ai déjà fait. J'ai déjà donné une correction. C'est ça l'éducation. L'éducation de base à l'enfant. Et ce qui rejaillit sur l'éducation, je vais dire formelle, c'est-à-dire l'école. Quoi qu'on dise, l'école doit être adaptée à nos structures. L'école doit être adaptée à nos réalités. Ensuite, nous avons l'autre pilier, c'est le changement socioculturel, c'est les valeurs socioculturelles. Ce sont des piliers de l'émergence. Parce que nous avons des valeurs en Afrique. Toutes les valeurs ne sont pas mauvaises. Nous avons des valeurs. Le travail, je l'ai dit tantôt, est une valeur. La discipline est une valeur. Quand vous êtes dans une école initiatique, vous avez des aînés. Dans chacune de nos communautés, il y a des valeurs que nous apprécions.
Il y a des classes d'âge. Pourquoi parle-t-on de classes d'âge? Parce que dans cette classe d'âge, on vous donne l'opportunité de gouverner à un moment donné, au moment d'une période. Et après, on vous évalue. Chez les ébriers, ça se passe. L'école initiatique, vous l'aviez chez la Sénoufou. Au cours d'un certain nombre d'années, les enfants sont pris et les enfants sont éduqués aux valeurs de la société. Pendant 7 ans, souvent. Vous voyez? Donc ça veut dire que les valeurs que je suis en train de vous dire, je n'invente pas. La dernière valeur, c'est la préservation de la nature. Le dernier pilier, c'est la préservation de la nature. Comment allons-nous faire pour que les générations futures ne nous condamnent pas demain? Parce qu'on parle de TPI, mais il va y avoir TPI aussi de l'environnement. Hein? Parce que quand nos enfants vont arriver demain, ils vont voir qu'il n'y a plus de bois, il y a des dérèglements climatiques. D'ailleurs, on l'observe aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi? Partout en Europe, un peu partout en Afrique. Et ce n'est pas tout. Les dérèglements climatiques, attention, vont poser aussi des conflits entre nos États. Parce que s'il y a un dérèglement climatique, si je n'ai plus de terre à cultiver, je vais descendre vers les pays qui ont des terres fertiles. Donc cela nous interpelle. Il faut une préservation de notre nature. Je pense qu'à travers ces 5 grands piliers que je viens de citer, nous pouvons bâtir l'émergence durable, surtout que nous sommes dans des ensembles socio-économiques. Nous ne pouvons plus dire, je vais couper le bois chez moi et puis le voisin se débrouille. Non, je pense que c'est une question d'éthique et de morale, je reviens encore une fois. Et je suis une partisane de l'éducation morale dans nos écoles. Depuis l'école préscolaire jusqu'à l'enseignement secondaire et pourquoi pas universitaire. Parce qu'aujourd'hui, le monde est un village interplanétaire. Il faut faire en sorte que cette éducation soit véritablement morale, mais aussi qu'il y ait de l'éthique. Parce qu'on parle de plus en plus de lutte contre la corruption. Mais si nous commençons en bas, je pense que nous allons introniser tout ceci. Et c'est pour cela que je l'ai dit dans la commission que j'ai présidée, qui est la session 3, le groupe 3 de la session 3, c'est-à-dire sécurité humaine et résilience. J'ai dit qu'il faut que nous investissions dans la petite enfance. C'est important, parce que dans la petite enfance j'entends dire préscolaire, si nous investissons jusqu'aux grandes écoles, mais nous allons bâtir le citoyen de l'émergence, parce que nous allons apprendre à cette petite enfance comment il faut rebondir après des chocs, après des traumatismes, pour pouvoir, je dirais, amenuiser les franges de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes vulnérables, des populations vulnérables, que sont les femmes. Les femmes, nous savons que la pauvreté est féminine, que sont les enfants, que sont les jeunes. Donc, il faut faire en sorte que l'État se permet de faire de grandes réformes sociales en matière de protection sociale. C'est important, afin que ceci puisse véritablement, par la résilience, se prendre en charge. Voilà ce que j'avais à dire autour de l'émergence.